Bonjour à toi le jeune. Ce matin je suis sorti, je me suis dit, il fait froid. Il fait froid. Tiens, ça me fait penser à un événement, la guerre froide. Et si je faisais une vidéo sur la guerre froide? Allez, hop, c'est parti. On va donc parler de la guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissance. La problématique que nous poserons sera comment la rivalité entre les États-Unis et l'URSS ont modifié l'ensemble des relations internationales entre 1945 et 1990. Première partie, grand A, un monde bipolaire, 1947-1962. Pour commencer, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ces deux pays qui étaient alliés contre l'Allemagne nazie ont-ils pu devenir ennemis aussi vite? En fait, la guerre froide est un conflit idéologique entre deux pays qui incarnent et défendent des modèles politiques mais aussi économiques et sociaux opposés. Le communisme pour l'URSS, la démocratie libérale et l'économie capitaliste pour les États-Unis. La guerre froide est aussi un conflit entre deux superpuissances qui cherchent à étendre leur influence et à défendre leurs intérêts. La véritable rupture intervient entre 1945 et 1948. L'URSS va imposer par la force des gouvernements communistes dans tous les pays d'Europe centrale et orientale où son armée est présente et où elle a chassé les nazis. Ainsi, en 1946, Winston Churchill dénonce le rideau de fer qui partage le continent. En 1947, le discours du président américain Truman marque le début de la politique du containment. Il s'agit de stopper l'expansion du communisme. Le plan Marshall, annoncé le 5 juin, propose à tous les pays d'Europe une aide économique massive pour hâter leur reconstruction. L'URSS refuse et force ses alliés, ou plutôt les pays occupés, à refuser cette assistance. Pour elle, le monde est désormais définitivement divisé en deux camps rivaux. L'un impérialiste et antidémocratique, celui des États-Unis bien sûr, et l'autre démocratique et anti-impérialiste, celui de l'URSS. Bon, bien sûr, vous imaginez bien que pour les États-Unis, c'est légèrement l'inverse. Bref, la création de deux Allemagnes en 1949 confirme cette division de l'Europe et du monde. La guerre froide va donc instaurer un ordre bipolaire. En Europe, les États-Unis créent en 1949 l'Alliance Atlantique, que vient renforcer l'année suivante l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les États-Unis vont ensuite multiplier les alliances sur les autres continents. L'URSS impose aux démocraties populaires, c'est-à-dire au régime d'Europe de l'Est, un contrôle étroit, notamment au travers du pacte de Varsovie, signé en 1955. Au sein de ce bloc, il n'y a pas de place pour la contestation. En 1956, par exemple, les émeutes de Budapest en Hongrie sont violemment réprimées par les soviétiques. La victoire des communistes chinois, menée par Mao Zedong en 1949, renforce le bloc soviétique. La guerre froide ne dégénère jamais en conflit armé entre les deux grands, notamment en raison de ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. En effet, les deux grandes puissances possèdent l'arme nucléaire. Cependant, l'absence de conflit direct n'exclut pas des guerres localisées, comme en Corée entre 1950 et 1953, ou des crises comme celle de Berlin en 1961, et surtout celle de Cuba en 1962, qui met le monde au bord du gouffre. Grand B, la détente, 1963-1975. Après la crise de Cuba de 1962, le président américain, le beau John Fitzgerald Kennedy, et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev prennent conscience de la nécessité de maîtriser la course aux armements. Il va s'en suivre une détente qui va se manifester par la signature du traité de non-prolifération en 1968 et des accords SALT en 1972. Dans le même temps, le monde devient multipolaire. Des dissensions apparaissent au sein des blocs. À l'ouest, la France du général de Gaulle quitte en 1966 les structures militaires de l'OTAN. À l'est surtout, la Chine de Mao entre en conflit ouvert avec l'URSS et prétend incarner un nouveau modèle de construction du communisme. De plus, avec la décolonisation, le mouvement des non-alignés va rassembler de nombreux pays du tiers-monde, indépendants depuis peu, qui refusent de rejoindre l'un ou l'autre des deux camps. Alors là tu te dis, bon c'est cool, ils vont se réconcilier. Non, parce que la détente ne signifie pas pour autant la fin de la guerre froide. C'est une paix armée. Les deux grands maintiennent leur emprise sur leurs alliés les plus proches. L'URSS intervient en Tchécoslovaquie pour réprimer le printemps de Prague en 1968. Dans le même temps, les États-Unis n'hésitent pas à soutenir et installer des dictatures militaires en Amérique latine. On pense au Chili en 1973.
Par ailleurs, les tensions restent vives aux limites des zones d'influence. On pense évidemment à la guerre du Vietnam. Les États-Unis s'y engagent dès le début des années 60. C'est une guerre longue et incertaine pour empêcher l'unification du pays par le Nord communiste, soutenu par l'URSS. Grand C, nouvelle tension et fin de la guerre froide, 1976-1990. Alors que les États-Unis se sont enferrés dans le bourbier du Vietnam, l'URSS tente de profiter de l'affaiblissement provisoire de son ennemi. Elle envahit par exemple l'Afghanistan en 1979. C'est le début d'une guerre longue et acharnée contre les résistants afghans qui seront rapidement soutenus par Washington. En Europe, l'URSS déploie à partir de 1977 des missiles dirigés contre les pays occidentaux, les SS-20, qui vont rompre l'équilibre nucléaire sur le continent. Le président américain Ronald Reagan, élu en 1980, ranime la flamme de l'anticommunisme. Il annonce en 1983 le projet d'un bouclier spatial antimissile qui relance les dépenses d'armement. C'est l'IDS, Initiative de défense stratégique. La même année, les États-Unis installent en Europe occidentale des fusées nucléaires pour contrebalancer les SS-20. Cette relance de la course aux armements va finalement avoir raison de l'URSS, qui est dans une crise politique, économique et sociale très grave. En Pologne, en 1980, un vaste mouvement de grève s'accompagne de la création d'un syndicat indépendant, Solidarność, Solidarité, et malgré la répression qui va s'abattre dès l'année suivante, le pays reste plongé dans une instabilité importante. En 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. Il comprend la nécessité de réduire les dépenses militaires pour sauver son pays de la faillite. Pour faire simple, les caisses sont vides. Plus un rouble, nada. Du coup, il est obligé de couper dans les budgets les plus importants. Or, le budget le plus important, c'est l'armée. Mikhail Gorbatchev est donc obligé de signer des accords de désarmement avec les États-Unis en 1987 et 1991 et de retirer les troupes soviétiques d'Afghanistan. Et là, comme dirait mon cousin, ça sent le sapin. À la fin de 1989, les régimes communistes, privés du soutien soviétique, s'effondrent dans toute l'Europe de l'Est, souvent de manière pacifique, comme en Hongrie, mais parfois de manière plus violente, comme en Roumanie. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, est le symbole de cette sortie de la guerre froide. Elle prend fin là où elle avait commencé, au cœur de l'Europe, par la résolution de la question allemande. Alors me direz-vous, mais pourquoi est-ce qu'on dit plus URSS ? Eh bien tout simplement parce que le 25 décembre 1991, seul face à la télévision, le président Gorbatchev dissout l'URSS. Bon, alors je sais pas si ça t'a permis de mieux comprendre ce que c'est que la guerre froide, mais en tous les cas, j'espère que tu auras moins froid cet hiver. Et si tu as encore froid, je citerai le grand philosophe en disant « Fous ta cagoule, ou t'auras froid, t'auras les boules ». Allez, au revoir.